bilingue. Donc, comme le montrait le travail de Grégory, dans la question du mythe, évidemment, et sa relation à l'histoire, il y a toujours cette ambivalence. Le mythe est souvent ce qu'il faut essayer de déconstruire, et en même temps, il y a la possibilité dans le mythe d'être extraordinairement génératif, d'agréger des choses extraordinairement éparses, sans relation. Et donc, comment est-ce qu'on travaille avec cette machine mythologique? Comment est-ce que le recours au mythe peut donner des ressources génératives pour penser l'habitabilité de la Terre, tout en faisant extrêmement attention justement à la puissance que cette machine mythologique peut déployer. C'est cette tension qu'on va explorer maintenant avec notamment le travail de Nastasia Martin et Gabriela Carneiro da Cunha. Nastasia commencera par une présentation, et donc Nastasia est anthropologue. Elle a la chaire junior de la terre habitable et de la transition à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne, donc jusqu'en 2026. Elle a dévoué son premier travail anthropologique aux Greenwich, qui sont donc un groupe qui est basé en Alaska. De là sont sortis plusieurs ouvrages. Les âmes sauvages face à l'Occident, résistance d'un peuple en Alaska, publié en 2016 à la Découverte. Elle a également travaillé en face, donc au Kamchatka, à quelques centaines de kilomètres du côté russe, sur un autre collectif, celui des Évènes, ce qui a donné, donc en fait, à travers ce travail comparatif, naissance à d'autres livres tels que à l'Est des rêves, réponse Évène aux crises systématiques, publié à la Découverte en 2022. Nastasia s'intéresse aussi à beaucoup d'autres médiums que celui de la simple écriture, à travers de nombreux films, à travers de nombreuses performances dont elle pourra peut-être parler, et à présent travaille sur un nouveau terrain au Chili, sur l'étude en fait de l'hydrogène et de la culture de l'hydrogène au Chili et de l'ensemble donc des complexités que cela requiert. Donc c'est mon grand plaisir de l'accueillir à présent pour Nastasia qui nous parlera du temps du rêve et du temps du mythe. Merci. Bonjour à tous, ça va, vous m'entendez ? Bon. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais commencer peut-être par l'un des fragments les plus connus de Cimetière marin, qui est un poème de Paul Valéry, qui me semble très à propos pour les temps qu'on traverse. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre. La vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, pages toutes éboulies. Rompez, vague, rompez d'eau réjouie, ce toit tranquille où picoraient des phoques. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le changement climatique ? La métamorphose des grands flux géophysiques qui conditionnent l'habitabilité de la Terre. Qu'est-ce que les chercheurs du GIEC veulent nous dire lorsqu'ils nous parlent d'événements de faible probabilité à haut risque ? La possible manifestation / intervention brutale et irréversible de ces flux. Pour le dire avec Paul Valéry et tant d'autres voix, le vent se lève. Mon point de départ est le suivant. Contrairement à une grande majorité de collectifs autochtones qui ont toujours gardé à l'esprit les puissances élémentaires qui co-créent leur monde, nous ne sommes plus habitués à nous relier au type d'entité qui se lève aujourd'hui. Comment contenir notre peur face aux feux qui consument et transforment en cendres des écosystèmes entiers, aux digues qui lâchent et aux déferlantes qui détruisent ? Les flux élémentaires se manifestent toujours trop vite, trop fort. En un instant, ils ont la capacité de réduire à néant tout l'effort que nous avions mis pendant des siècles à les canaliser. Ils manifestent la même fulgurance que l'éclair, bref, implacable. Pensez à l'orage au sommet, à la coulée de boue qui ensevelit la Val, à la vague géante qui raye une ville de la carte, au volcan qui explose, rappelant à nos mémoires les visages pétrifiés des habitants de Pompéi le jour du cataclysme. C'est le désastre. Nous tombons littéralement des nues.
c'est-à-dire des sphères célestes qui nous tenaient encore dans leurs attaches. L'état de sidération, être médusé face à l'astre brûlant, entraîne, s'il se prolonge, le désastre, la chute du ciel, selon l'heureuse formule de David Kopenawa. La projection hors du monde cosmique. En réactivant nos peurs les plus viscérales, les métamorphoses climatiques pointent notre incapacité à voir la sidération. The shit hits the fan. Les vilains petits secrets quant à notre incapacité à reprendre le dialogue sont fragmentés et projetés en plein vent, puis nous sont renvoyés au visage. Quelle étrangeté quand on se rappelle que nous sommes de ceux qui avons terrassé les puissances élémentaires, en même temps que nous avons terrassé les dragons. Terrassé au sens de maintenu à terre. Géré, ingénieré, manipulé, endigué, confiné, enfermé, contrôlé. Voici les termes qui président à notre mise en sécurité moderne. Pourtant, malgré toute cette ingénierie et les murs épais que nous avons érigés entre nous et le monde, pouvons-nous prétendre être à l'abri ? Les logiques d'aménagement propres au régime de la transition énergétique sont censées répondre à la nécessité de décarboner et contribuer à réduire l'éventualité de catastrophes climatiques en cascade. Elle prolonge néanmoins, en le précisant, le type de rapport réducteur que nous entretenons avec les flux élémentaires, conçus comme des ressources inanimées, disponibles à l'appropriation et réputées renouvelables puisqu'inépuisables. Évidemment, c'est ici que le bas blesse. En se manifestant, les protagonistes du changement climatique nous reposent la question du mode de relation que nous entretenons avec eux, du type de captage, de canalisation et de manipulation que nous implémentons, à même de les contenir tout en les rendant productifs. Leur effraction hors des cadres dans lesquels ils devaient tenir pointe la fissuration des dits cadres limitants. C'est un lieu commun de dire que des frontières trop rigides imposées aux êtres vivants finissent toujours par être transgressées. De nombreuses figures mythologiques, telles les tricksters, ont exprimé cette disposition des êtres à déborder les capacités qu'on leur connaissait, en devenant autre chose que ce à quoi les humains s'attendaient. Ce commun se vérifie aujourd'hui à travers la multiplication des catastrophes climatiques. Il est manifesté par ceux qui n'ont ni bouche pour le dire, ni Dieu pour le voir, ni d'oreille pour l'entendre ou peau pour le sentir. Arrêtons-nous un instant sur une formulation qui s'est convertie en fer de lance de l'embargo ontologique que les modernes ont imposé à tous les autres. L'environnement, / la nature, est composé de ressources. Interrogeons brièvement la mémoire contenue dans ce dernier terme. En français, nous avons cette expression évocatrice, formule de salvation à suivre lorsque tout s'effondre au dehors et en dedans. Retourner aux sources. Retourner à l'amont des sources, c'est littéralement s'efforcer de gravir la montagne jusqu'au point d'où s'écoule son eau, déposer ses offrandes, se pencher pour y boire et faire ses ablutions, s'en retrouver régénéré, soigné. Pensons aux centaines de fontaines miraculeuses et sources magiques partout en France qui furent pendant si longtemps réputées soigner toute une foule de maux du corps et de l'âme et rétablir le fragile équilibre alchimique entre les 4 principes élémentaires en nous. De ce retour aux sources, nous dérivons en français une autre expression, se ressourcer. Littéralement, puiser une force nouvelle dans un réservoir de potentiel infini. En ressortir nouveau si l'on a réussi à ne pas se dissoudre, muet parce que l'on s'est lavé profondément. L'eau des sources et des fontaines est le vecteur d'une nouvelle naissance initiatique. Elle permet de mourir à une vieille version de soi pour se régénérer. De la possibilité de ce ressourcement aux sources dérive enfin un autre mot, si affaibli qu'il en est venu à gommer la puissance agentive et animée de l'élément eau, la ressource. Avec ce terme, nous désignons tout ce que nous pouvons utiliser à notre bon vouloir dans notre quête effrénée de mise en sécurité. Si tout, absolument tout ce qui existe sur Terre, a été converti de force en ressources, même les humains, les ressources humaines, si l'on peut venir puiser en vous et en n'importe quel être comme si vous étiez à tout moment un réservoir à potentiel infini, le trait s'accentue encore lorsque l'on parle des puissances élémentaires.
Au sein du dernier Occident, ni l'eau, l'air, la terre ou le feu ne sont plus animés. On ne se pose plus la question de les écouter. Ils sont devenus de pure matière ou de simples flux géophysiques immédiatement disponibles à l'appropriation. C'est précisément là que la machinerie s'enraye, le vent se lève, le tonnerre gronde, la terre tremble. Revenons à nos sources. L'octave supérieure du retour aux sources pour la possibilité d'un ressourcement et l'éventualité du déluge, qu'il soit intime ou collectif. Une époque s'achève, une autre surgit. Si les petites fontaines et les petites eaux nichées au creux des collines, des montagnes et des falaises soignent les petits maux et ont le pouvoir de laver le corps et l'âme de ces scories, les grandes eaux, quant à elles, des crues, des pluies torrentielles, des tsunamis, ont le pouvoir immense d'effacer l'histoire. Les petites eaux de source rétablissent le rêveur dans un état nouveau, une fois qu'il est allé puiser à leur mémoire. Les grandes eaux terraforment le sol commun en emportant tout ce qui s'y est implanté sur leur passage, ne laissant que des ruines pour mémoire. Je pense à l'histoire de Daria, au Kamtchatka, à la fin des années 60, à la rivière qui déborde suite à une grande colère, selon ses mots, et déferle comme 1000 chevaux lancés au galop sur la taïga, arrachant tout, gommant d'un mouvement la tentative soviétique de ferme d'État au plus profond de la forêt. Même les eaux des morts sous terre ont été ramenées en surface et forcées à la dissolution, m'a-t-elle dit. Il n'est rien resté de cette époque. L'eau a tout nettoyé. À l'écoute de tels événements, il n'est pas étonnant que les manifestations de puissance élémentaire puissent être pensées comme des réponses, en l'occurrence des réponses colériques. Utiliser ce terme, si nous prenons au sérieux ce que nombre de collectifs autochtones disent depuis si longtemps, n'a rien de métaphorique et encore moins de symbolique. La Terre répond depuis ses fluides et ses flux à un dialogue rendu impossible entre des êtres et entités de composition différentes. Dialogue pourtant nécessaire au maintien d'une Terre habitable. Mais, allez-vous me dire, oser travailler sérieusement de telles correspondances est absolument déraisonnable, n'est-ce pas ? Il ne s'agit que d'associations d'idées, d'expressions sensibles et poétiques qui n'ont aucune validité scientifique, par trop éloignées de la chaîne causale. Pourtant, ces correspondances viennent de loin et persistent malgré le rouleau compresseur de la rationalité moderne, résistent à l'usure du temps comme à l'anéantissement de la diversité culturelle. La possibilité d'un dialogue basé sur des correspondances entre des êtres et entités de composition différentes est physiquement insensée et psychologiquement inacceptable. Et pourtant, c'est la seule vérité onirique, poétique et mythique à même de résonner encore entre les mondes. Bruno Latour avait coutume de dire « est moderne celui qui croit que les autres croient ». Je pense que c'est ma phrase préférée de lui. Il appelait cela la grande globaliverne. Et moderne, celui qui voit dans les autres des êtres bizarrement attachés, englués dans la croyance et la passivité. Nous avons séparé les objets des sujets en inventant la symbolique et les représentations qui, à leur tour, expliquent pourquoi les humains croient. Les sujets des croyances, quant à eux, l'eau, le vent, les pierres, l'éclair, l'arc-en-ciel, traversent les territoires comme les époques. Pourtant, dans la parenthèse historique que constitue la modernité occidentale, ils ont été vidés de leur puissance animée et générative. Alors, que faire ? Nous ne sommes certes pas obligés de rendre un culte aux esprits, aux images et aux symboles dans lesquels ils sont figurés, voire incarnés pour réanimer le monde. Mais nous pouvons peut-être faire autre chose. Envisager la possibilité d'existence de liens performatifs qui actualisent un monde. Nous pouvons poser notre attention sur ce qui se crée entre les êtres et entités de composition différentes. Peut-être que vous me suivez, mais la peur recommence à pointer le bout de son nez. Ne sommes-nous pas en train de migrer, de glisser depuis la pluralisation ontologique vers le laxisme ontologique ? N'avons-nous pas beaucoup trop de choses à prendre en compte si les liens historiques et situés et tissés avec les éclairs, les esprits et les montagnes doivent pouvoir cohabiter avec le style de véridiction moderne ? Nous sommes tentés de rebrousser chemin. La chaîne causale n'était finalement pas si mal, en tout cas plus rassurante.
Le symbolisme et la diversité culturelle qui colore le monde de mille teintes, cela suffisait amplement. Nous ne voulons désespérément pas retourner dans la nuit mythique où les frontières entre les êtres s'effritent. Mais n'est-ce pas précisément cela que nous impose la crise actuelle ? Acter la dissolution de nos limites intimes et collectives comme notre nouvelle condition existentielle. Réfléchir aux reconfigurations qu'impose un monde où les êtres et entités sortent de leur gonds et déplacent le sens commun. Les cosmologies non modernes nous soignent parce qu'elles entretiennent des entités dans des états multiples et fragiles, sans exiger d'elles qu'elles durent obstinément ou qu'elles proviennent uniquement de notre psyché. Pourquoi ? Parce que la question n'est pas posée en ces termes. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit de ce que ça fait de les considérer comme des puissances transformant nos propres vies, de ce que cela ouvre comme registre de la pratique et de la pensée. Un enrichissement. Si cette posture est tenue, le pur extractivisme, consumérisme, disponibilisme, conservationnisme et tous les ismes deviennent impossibles. Nous sommes placés dans des configurations qui nous imposent de reprendre le dialogue et de faire de la place à ce qui entre par effraction dans nos vies. Et j'aimerais finir... Pardon, il faut vraiment que je boive quelque chose. Ah, je ne vais pas y arriver. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai les mains qui... Merci. J'aimerais finir par un... ouais, non, mais c'est hyper dur. Merci. Ouais, merci. J'aimerais finir par un fragment... J'aimerais finir par un fragment plus littéraire, justement dans cette idée de non pas manier les mots à tort et à travers, mais de leur restituer leur puissance performative. L'ampoule a grillé, la lumière s'est éteinte. Nous sommes là, enfants prostrés dans le noir. Le vent s'engouffre dans les brèches de la vieille bâtisse, la pluie s'infiltre au travers des murs, poreux. Cela bouge dehors. Des cris, des soupirs, des feulements se font entendre. Des entités se déplacent, mais lesquelles ? Nous ne savons plus comment les identifier. Leurs contours se sont dissous dans la nuit. Ceux que nous croyons connaître ont déjà changé de forme. Et nous avons oublié les langues pour leur parler. Nous avons envie de crier, mais aucun son ne sort de notre bouche. Est-ce cela ? Disparaître ? Peut-être pas. Nous soulevons la couverture épaisse sous laquelle nous sommes cachés. Est-il encore temps d'ouvrir grand les yeux et de scruter l'obscur ? Nous approchons de la porte, tendons le visage vers le dehors. L'eau des yeux s'habitue au noir. En se rappelant de la lumière, elle capte les souvenirs des milliers d'étoiles qui commencent à scintiller. Nous traçons des lignes entre les points lumineux. Ils ne sont plus isolés. Ils tiennent les uns aux autres au cœur de la tempête qui gronde. Nous avançons timidement une main, un pied. Nous sommes dehors, point lumineux parmi les points lumineux. Nous commençons à consteller. Merci.